Bonjour. Alors, donc moi, je suis Geoffrey Collignon. Je dirige Voxwave depuis sa création en octobre 2014, donc ça fait un petit peu plus de 2 ans maintenant. Et donc, je suis président de la société. Alors c'est un rôle qui est assez particulier parce que techniquement, président de la société, ça veut dire qu'on est responsable de 2 choses. On est responsable premièrement de l'évolution stratégique de l'entreprise, donc comment on voit les choses, comment on voit l'avenir, comment on prévoit le développement de l'entreprise, de son activité, de ce qu'on va faire quand par exemple quand on produit des concerts, des différents partenariats qu'on va nouer. Et on est aussi responsable de toute une partie qui est opérationnelle. Donc l'opérationnel, c'est comment faire pour que, là par exemple cette semaine on organise des répétitions, comment faire pour que pendant une semaine on ait tout le monde qui soit réuni à un point donné, qui fasse tout un ensemble de choses en rapport avec la préparation du spectacle, voire des fois ça peut aller directement dans de l'opérationnel, même beaucoup plus direct, c'est-à-dire superviser de la création 3D, de la création musicale. Donc moi, de ce point de vue-là, en fait, j'ai pas vraiment de journée type, parce que au final on est sur il y a différentes choses qui vont se mélanger, mais j'ai plutôt des grands ensembles d'activités sur lesquelles je vais être. Je m'occupe par exemple du financement de la société, c'est-à-dire de trouver des sources de financement pour que la société puisse mener à bien ses activités. Je m'occupe aussi du développement commercial, donc c'est faire en sorte que en fait on arrive à trouver des partenaires pour mener à bien nos opérations, pour pouvoir jouer aussi, pour pouvoir jouer nos concerts à différents endroits. Donc il y a eu les festivals dans lesquels on a été présents ces dernières années, puis là on a eu un revirement stratégique dernièrement où on s'est dit qu'il fallait plus juste faire des concerts en festival, mais qu'il fallait aussi aller dans des salles. Donc c'est ça qui a donné lieu à Rêve de Machine. Aussi, là, je peux avoir une partie coordination des équipes qu'on a. Par exemple, en ce moment sur la production de Rêve de Machine, on a eu le plaisir d'accueillir Anthony Lauré, donc qui avait gagné le concours Vocalis pour la création du paradoxe, enfin qui avait gagné avec le paradoxe de ma vie. On a travaillé ensemble sur la partie montage et synchronisation son vidéo qu'il va y avoir sur le spectacle. Donc moi en fait finalement j'ai tout un ensemble d'activités qui sont à la fois de la représentation de la société, c'est-à-dire je suis le président de Voxwave, donc quand je parle c'est Voxwave qui parle, et tout un ensemble d'autres opérations internes qui sont sur la construction de l'activité. Alors, c'est une question qui est intéressante parce que pour moi elle est compliquée du fait que j'ai beau avoir voyagé au Japon il y a 2 ans, un peu plus de 2 ans maintenant, pour donc rencontrer des représentants d'autres studios de chanteurs virtuels. On n'a pas la même conception des choses, principalement parce que certains sont vraiment très axés sur la technologie, donc ce qui n'est pas du tout un défaut ou une critique de ma part, hein. C'est-à-dire que ils ont choisi de se concentrer sur l'aspect instrument virtuel de la technologie, donc on développe une voix de synthèse pour le chant. Il y en a d'autres qui sont beaucoup plus axés sur la création vraiment de chanteurs virtuels, c'est-à-dire de chanteurs avec une carrière musicale, avec des albums, avec des spectacles, avec toute une partie divertissement. Et donc, par rapport au premier, on se différencie de façon assez évidente, qui est que nous, on a tous ce phénomène participatif, qui est pour moi l'élément le plus intéressant dans la création de chanteurs virtuels, enfin dans cet univers-là, en fait, c'est le côté participatif. Après, par rapport à nos homologues japonais, on a notamment, parce que les studios de chanteurs virtuels sont principalement présents au Japon, on a le fait que justement, on est un studio occidental. C'est-à-dire que on a fait le choix avec Alice de créer en français, ça change tout parce que un exemple tout bête, l'univers musical d'Alice ne ressemble pas par exemple à l'univers musical de Hatsune Miku, ce qui est pas une critique ou pas un défaut, encore une fois. C'est simplement les deux sont différents, ce qui tire même à des croyances naïves qu'on a pu avoir. C'est-à-dire que nous, lorsqu'on a commencé à travailler avec Alice, on s'est dit voilà, nous on est français, on fait de la création, il faut que ça ait quelque chose de sérieux et de costaud, parce que les Français, on est connus pour être importants sur le plan de la culture à l'étranger, il faut faire quelque chose de sérieux. Et puis, du coup, on s'était dit, et puis les chansons plus légères et plus rigolotes, elles arriveront avec le public, parce que lorsque eux pourront utiliser le logiciel, eux auront envie de faire des trucs marrants.
En fait, c'était très naïf parce que finalement, on s'est rendu compte que les créations du public, et notamment du public francophone, étaient finalement très très proches des thématiques qu'on avait nous. C'est pas pour rien qu'on est dans le pays, l'un des pays les consommateurs d'antidépresseurs les plus importants au monde. C'est-à-dire que au final, on s'est rendu compte que on risquait d'arriver sur un univers très dépressif avec Alice. On a décidé en fait non pas de faire demi-tour, mais de se dire non, il faut qu'on ait quelque chose de positif qui se dégage du personnage, quelque chose de fort qui en ressorte, qui soit pas du dépressif, mais qui soit de l'ordre de l'émotionnel. L'idée que Alice est quelqu'un qui guide les gens, qui les aide à aller mieux, à faire les bons choix dans leur vie. Donc je dirais qu'au final, on se démarque tout bêtement par une approche différente des problématiques culturelles, qui est différente à mon sens des problématiques par rapport aux Japonais. Même un élément important, je pense, c'est que nous, il y a quelque chose auquel on est très attaché, qui est le fait que on est très cosmopolite dans notre approche. Je pense que, les studios de chanteurs virtuels japonais travaillent prioritairement avec des compositeurs japonais. Je trouve que nous, finalement, quand on regarde même la composition du set de Rêve de Machine, on a des gens d'un petit peu partout, et ça c'est plutôt une fierté. Même sur nos créations de clips, je pense à Sous cette pluie par exemple qu'on vient de sortir, concrètement on a encore travaillé avec Saint qui est animatrice et qui est originaire du Canada. Donc de ce point de vue là, voilà, moi il y a différents éléments où c'est pas forcément une histoire d'être meilleur ou moins bon, c'est une histoire d'approcher les choses différemment. Alors, la problématique de la participation collective et de faire appel au public, c'est un élément important au sens où, en fait, tout simplement, lorsqu'on regarde ce qui se fait dans la production musicale, alors pour le coup, dans des labels plus classiques, notamment lorsqu'il est question de construire une interprète, donc ça, c'est ce qu'on va trouver sur les compositeurs, enfin même les musiques très, très grand public, hein, souvent ça va être la question de l'interprète qui est centrale. Et une interprète, elle n'est pas obligée d'avoir un compositeur ou attitré. Généralement même, on va avoir plusieurs personnes, plusieurs paroliers, plusieurs personnes qui vont écrire des paroles, écrire des chansons pour elle. Et donc nous, par rapport à ça, en fait, on s'est dit pourquoi ne pas justement permettre à tout le monde de pouvoir proposer ce qu'ils veulent, et ce qu'ils font. Et quelque part, voilà, on a essayé de créer quelques canaux pour même se forcer à le faire, parce que pour moi, c'est pas tout de le dire, c'est aussi important de le traduire en acte. C'est pour ça qu'on a organisé Vocalis, par exemple. C'est-à-dire que il s'agit pas avec Vocalis de se dire avec ça, on va créer les sets de nos concerts futurs. C'est pas du tout ça la philosophie. Mais il faut donner l'occasion à des gens d'être mis sur le devant de la scène, de pouvoir sortir de l'ombre, parce que notamment la création musicale c'est pas facile, c'est un champ où les gens en plus sont très pudiques, c'est-à-dire qu'ils ont du mal à faire écouter ce qu'ils font, ils vont nous l'envoyer des fois en privé et pas forcément oser le publier en public parce qu'ils vont avoir peur des réactions du public. Donc nous on essaie au contraire de les accompagner, de les aider aussi, parce que souvent c'est des gens qui trouvent une vraie source d'épanouissement dans la musique. Mais ce que je veux dire c'est que même si on a nos concours notre concours avec Vocalis qui était un moyen de faire émerger, en fait on est toujours à l'écoute de ce qui se produit, et par exemple on est très très heureux parce que par exemple Yokol, qui est donc un compositeur américain, qui a créé notamment la chanson qui s'appelle Un Mondaliste, qui donc est une des chansons qui avait remporté le prix de la plume francophone à Vocalis, donc un prix qui récompensait les gens qui avaient fait l'effort, tout en n'étant pas originaires de pays de la francophonie, d'écrire une chanson en français. Il en a écrit deux nouvelles, une qui s'appelle Tourbillon, si je dis pas de bêtises, et l'autre qui s'appelle Maison de poupée, qui est donc dans l'ambiance Halloween et autres. Et moi ça m'a fait plaisir de voir que quelque part le fait d'avoir cette mention lui avait donné envie de persévérer dans son envie de composer en français et de continuer à développer son univers. D'ailleurs Maison de poupée, pour le coup, moi c'est un vrai coup de cœur, j'ai vraiment beaucoup aimé ce morceau. Donc voilà, donc c'est aussi une façon de pour moi, ce qui est le plus intéressant dans les chanteurs virtuels, c'est vraiment ce phénomène participatif. Et je trouve que les studios de chanteurs virtuels japonais ont très bien réussi à exporter la partie commerciale du projet, beaucoup moins cette partie culture participative qui reste souvent complètement inconnue du grand public. Et nous, quelque part, très modestement à notre niveau, c'est ce qu'on essaie de développer. Le secret d'Alice, intrinsèquement, c'est quelque chose qui se commande pas, mais je pense que c'est la conjonction de tous les efforts de toutes les personnes de l'équipe a permis de créer un personnage cool. Pour moi, c'est très très important, c'est que la coolitude est un élément qui est à la fois complètement incommensurable
est complètement indispensable. C'est-à-dire que voilà, enfin quand on a reçu le design de Saphiria il y a bientôt 2 ans maintenant, on s'est dit tiens, ça c'est un design d'un personnage cool qu'on a envie de suivre, avec lequel on a envie d'interagir, avec lequel on a envie de faire tout un ensemble de choses. Même sa voix, même si elle a ses défauts, même si elle a tout un ensemble d'éléments techniques sur lesquels on travaille en permanence pour l'améliorer, elle a quelque chose d'unique qui se dégage d'elle. Et je pense que c'est ça au fond qui touche les gens, c'est que c'est pas une voix parmi d'autres, c'est pas un design parmi d'autres, elle a vraiment son identité, son style à elle. Et d'ailleurs, ce qui est amusant, c'est qu'on remarque que ce discours-là, c'est pas seulement nous qui le tenons, c'est que sur des plateformes communautaires, je pense à Vocaloid Amino par exemple, les gens disent bien que pour eux, Alice a quelque chose d'unique par rapport aux autres chanteurs virtuels japonais. J'avais vu une demoiselle qui disait, donc qui était pas française, hein, donc qui parlait même pas français, qui disait que pour elle, justement, elle disait Alice, elle est pas mignonne parce qu'elle est un peu trop, elle est pas mignonne au sens du kawaii, mais elle a quelque chose au contraire d'un peu adulte qui se dégage, mais d'adulte positif, c'est-à-dire pas adulte avec les contraintes que ça engendre, mais plutôt une forme de maturité qui fait que le personnage est plutôt attirant. Donc finalement j'avais trouvé cette approche assez intéressante, parce que même nous on découvre des choses sur le personnage, et je me suis dit ouais, c'est peut-être ça aussi qui fait le secret d'Alice et sa place un peu particulière parmi tout l'éventail de chanteurs virtuels. Puis bien sûr il y a le fait que même nous on aime bien entre guillemets jouer à la poupée avec, c'est-à-dire que on aime bien créer des nouvelles tenues, on aime bien voir les gens créer des nouvelles tenues. Donc tout ce qui peut être créé avec, en fait, je pense qu'il y a, c'est important aussi, c'est-à-dire qu'on a la chance d'avoir une communauté qui est très positive autour d'Alice, qui est toujours très très enthousiaste. Enfin, ça fait vraiment plaisir parce que pour moi, je dirais que nos plus proches collaborateurs, c'est nos fans. Et de ce point de vue-là, c'est un élément qui est très très important, c'est que on essaie toujours d'être à l'écoute. Ça ne veut pas dire qu'on fait toujours ce que les gens nous disent de faire, parce que on ne peut pas diriger une entreprise uniquement sur le principe de vote, quoi. À un moment, on prend des décisions, ces décisions vont s'avérer bonnes malgré le fait qu'elles étaient contredites au début. Des fois, elles vont s'avérer mauvaises, mais dans tous les cas, il faut prendre des décisions. Des fois, on ne peut pas tout faire. Et de ce point de vue-là, pour moi, je pense que la communauté d'Alice c'est aussi un peu le secret de son succès, c'est-à-dire qu'il y a une ambiance positive qui fait que les gens ont envie d'aller de l'avant les uns avec les autres. Je pense à par exemple Shunko, qui est une illustratrice, qui me disait l'autre jour que finalement ça l'a poussé de l'avant des signalistes, parce que quand elle voit le chemin qu'elle a parcouru entre ses premiers dessins et aujourd'hui, il y a un monde, et c'est vrai que ses dessins sont vraiment magnifiques. D'ailleurs, elle participe à l'exposition qu'on va faire au dernier bar le 17 décembre. Voilà, c'est des gens avec qui ça fait plaisir de collaborer, parce que finalement on voit aussi leurs évolutions, et puis alors qu'un jour pour eux ça leur apparaissait complètement lointain, inaccessible de faire quelque chose ensemble, à un autre moment ça va être le moment, et donc ça pour nous c'est quelque chose qui est très très important. Changer le monde. Pour moi, je peux pas le formaliser différemment. Enfin, si évidemment, mais je veux dire, si je dois le résumer en une phrase, c'est ça. Après, parce que tout simplement, alors on pourrait me dire oui, mais pourquoi changer le monde, pourquoi pas le laisser tel qu'il est autre. Je pense que on est dans une époque qui est formidable, parce que le numérique change complètement la donne. On est sur aujourd'hui. Qui aurait pu prédire il y a 20 ans que la télé serait mise à égalité avec des nouveaux médias dans lesquels ce seraient des gens comme vous et moi qui seraient en train de créer des choses et qui se les partageraient, et que des fois ça pourrait avoir autant d'impact. Je pense que c'était difficile à envisager, quoi, cet élément-là. Je pense qu'aujourd'hui on est vraiment un carrefour entre différentes lignes de force, et pour moi avec Voxwave il s'agit d'être à la hauteur de ces éléments, de savoir de savoir être un pas en avant vers le futur. Pour moi c'est quelque chose d'important, c'est-à-dire d'essayer d'apporter de l'espoir. C'est pour ça que notre album s'appelle comme ça, c'est-à-dire de dire aussi aux gens, parce qu'on vit dans une époque qui est à la fois, pour moi formidable, et en même temps souvent très dure, assez douloureuse, surtout pour les jeunes générations. Et pour nous il s'agit de dire que non seulement on a le droit d'avoir des rêves, mais qu'en plus il est possible de le réaliser. Et avec Alice c'est ça qu'on essaie finalement de faire, quoi. C'est-à-dire d'aider les gens à réaliser leurs rêves, et puis de leur en faire vivre un, tout simplement. D'où d'ailleurs un rêve de machine, hein. Ça, on va pas chercher très très loin nos titres finalement. Donc comment on a fait la sélection des artistes pour Rêve de Machine? Alors c'est une très bonne question, parce que en fait pour nous il s'agissait de donner aussi un panorama des possibilités créatives autour d'Alice. C'est-à-dire que on a un univers avec Alice qui est fragmentaire et qui est complètement éparpillé. On va avoir des gens qui font de l'électro, on va avoir des gens qui font de la variété, des gens qui font du rock,
On va vraiment avoir tous les styles de musique. Bon, il manque un petit peu des choses autour du hip-hop, à mon sens, pour être complet. Mais voilà, on a vraiment ce tour d'horizon. Et pour moi, en fait, il s'agissait de faire en sorte que le spectacle soit le reflet de cette diversité, tout en ayant une forme forte. C'est-à-dire que justement le spectacle est la possibilité de rassembler dans une même salle, et de rassembler dans un même set des univers musicaux qui ne se seraient pas croisés et qui vont en fait uniquement se croiser par le biais d'Alice en tant que médium. Donc pour ça en fait ça n'a pas été très très compliqué au sens où, enfin comment dire, on avait cet élément là et puis on avait la contrainte qui est une contrainte de temps, parce qu'il faut, quand on a dit voilà il faut le faire à telle date, on se dit voilà il faut le faire, et puis on a une autre contrainte qui est du coup une contrainte de production, notamment de production 3D, puisque c'est un travail qui est très lourd et très, très complexe. Donc on a choisi de rassembler à la fois des chansons qui sont des chansons assez emblématiques d'Alice, donc on va avoir Jiminy, on va avoir Sous cette pluie, on va retrouver même, enfin voilà ces chansons-là. Et puis on va avoir d'autres chansons qui elles ont été produites plutôt justement par la communauté. Donc on a eu par exemple, on a choisi d'incorporer une chanson de Nicolas Demetri qui s'appelle Ensemble, qui est donc une chanson alors qui était pensée comme un trio d'Alice. Alors nous on n'a pas été aussi audacieux à se dire on va mettre 3 fois Alice sur scène, on a préféré la mettre qu'une seule fois et puis que ça, comment dire, que ça colle, mais voilà, ça fait partie de cet univers. Puis bon, c'est des gens aussi avec qui quelque part ça nous fait plaisir de travailler. C'est quelque chose qui est important aussi, c'est-à-dire que on sent qu'on s'enrichit mutuellement, que les apports des uns et des autres se combinent, et ça c'est quelque chose d'important. Au niveau musique, effectivement, on va avoir, et puis évidemment on va avoir toutes les chansons, certaines chansons qu'on peut émerger lors de Vocalice. Typiquement le paradoxe de ma vie, hein, qui sera pas juste dans le prochain album, parce qu'en fait tout simplement le prochain album sera en grande partie basé sur le set du concert, donc ce sera sans surprise. Donc du coup on va avoir des chansons qui vont comme ça, qui ont été retravaillées. On a aussi et puis on a aussi d'autres chansons qu'on a vraiment bien aimées, comme justement Mondialiste, qu'on va aussi pouvoir retrouver avec un remix assez audacieux. Enfin en tout cas je pense que les gens dans la salle devraient être assez surpris. Voilà, mais du coup ça c'est pour la partie musique. Après pour pour l'affiche, bon ça s'imposait que ce soit Safiria qui collabore avec nous, parce que de toute façon, enfin voilà, l'image d'Alice, elle l'a quand même bien en main, et on trouvait qu'elle a vraiment, enfin je trouvais qu'elle faisait quelque chose d'assez intéressant et d'assez sympa, parce que cet univers un peu fantastique et féerique, original, dans lequel évolue Alice, pour moi ça me semblait important de le mettre en valeur, et je trouve qu'elle a toujours un coup de crayon qui est très intéressant à ce niveau-là. Et puis après, pour les artistes sur scène, ça a été une collaboration avec Lightning, donc qui est sur le show, pour les trouver, pour qu'on ait une équipe qui soit cohérente, que ça colle bien ensemble. Donc là on fait effectivement les répétitions ensemble cette semaine, et puis voilà. Et puis pour la 3D, ça a été comment dire, on a travaillé notamment avec Elna Wen, avec qui on a déjà collaboré par le passé, hein. C'était elle qui avait fait la première animation de concert qu'on avait faite, sauf que depuis on avait passé sur d'autres logiciels, et du coup on a travaillé avec elle. Et bien sûr sur le plan chorégraphique, on a travaillé avec donc Jung Rindy, avec qui on avait travaillé donc déjà sur les premières versions du concert. Donc on a notamment, enfin la chorégraphié sur une chanson en plus, et puis on a travaillé avec donc un duo qui s'appelle donc Odorico, donc deux danseuses. En fait, on s'était rencontrés lors de Japan Party 2014. Maintenant que ça me revient. Donc on s'était rencontrés là, donc Japan Party 2014, c'était la première convention à laquelle on allait. On s'était rencontrés à cette époque-là, on avait discuté, et puis j'avais dit tiens, un jour peut-être qu'on pourrait être amené à faire quelque chose ensemble, ça pourrait être sympa. Et puis il y a 6 mois, ça s'est concrétisé, quoi. C'est-à-dire, j'ai dit voilà, on va produire un spectacle qui va être bien plus imposant, est-ce que ça vous dirait d'en être? Et du coup on a travaillé ensemble tout cet été là-dessus. Alors, pourquoi on a choisi de changer de logiciel au niveau de l'animation 3D? C'est une bonne question. En fait, il faut savoir que jusqu'à présent, on avait travaillé avec MMD, qui permettait de faire, ça permettait de faire des choses, ça permettait de faire notamment donc ce qu'on appelle du motion tracing, qui est la technique qu'on utilisait, qui était assez complexe, c'est-à-dire que concrètement, le motion tracing, ça veut dire qu'on a quelqu'un qui se filme, et après, en fait, l'animateur va reproduire
frame par frame. Donc frame c'est une image, hein, donc concrètement on est toujours dans les techniques classiques d'animation, c'est-à-dire une image, on va avoir 30 images par seconde et donc chaque image doit être reproduite. Et en fait c'était un travail qui était extrêmement long, extrêmement compliqué, ça prenait, on pouvait produire au mieux 20 secondes par jour, c'est très très compliqué. Plus de ça, les animateurs s'arrachaient les cheveux sur certains trucs pour les reproduire, voilà. Et en fait, on a eu envie d'utiliser d'autres techniques pour pouvoir aussi aller un petit peu plus vite. Et du coup, en fait, on savait pas comment faire sous MMD, qui était le logiciel qu'on utilisait, parce que on se disait que ça allait coincer, et puis bon, en plus de ça, toute la documentation est en japonais et n'est pas traduite, donc c'était un enjeu de taille, et dans les délais qui nous étaient impartis, en fait, il faut savoir aussi qu'en France, concrètement, la plupart du monde de l'animation 3D ne connaît pas MMD. Eux, ils travaillent à partir de logiciels, notamment 3ds Max et Maya, donc nous on a travaillé à partir de 3ds Max, et donc on a utilisé en fait tout un assortiment de technologies qu'on a essayé de mettre bout à bout pour avoir quelque chose de correct à la fin. Donc on a commencé à travailler avec une technologie de motion capture qu'on a utilisé pour donc capter les mouvements des danseuses cet été, qu'on a fait venir donc au Centre des Arts. Et donc on a pu aller en fait dans le studio de danse du centre, parce que donc il faut bien rappeler, Voxwave, donc on est une start-up, on est incubé dans le Centre des Arts d'Anguin-les-Bains, et donc en fait dans le Centre des Arts d'Anguin-les-Bains, où il y a un incubateur dans lequel on est installé, on a aussi accès à des installations artistiques. Donc là on a pu en fait aller dans un studio de danse pour faire tous nos enregistrements. Et donc on a eu des enregistrements vidéo et des enregistrements motion capture pour pouvoir synchroniser les deux ensuite. Et en fait, on a mis en place après tout un système qui fait qu'au lieu de produire 20 secondes par jour, on produit entre 1 et 2 minutes par jour. Et donc c'est très très important et c'est très intéressant comme possibilité, parce que ça nous permet d'aller extrêmement vite, beaucoup plus vite tout du moins, que quand il s'agit de produire 1h30 de spectacle, on est obligé du coup d'avoir des techniques qui sont beaucoup plus paramétrées et autres, et voilà, donc c'est pas tellement une question de puissance de logiciel, parce que MMD permet de faire de très très belles choses, et c'est pas du tout une critique vis-à-vis de ça, mais le problème c'est que les passerelles entre MMD et 3ds Max n'étaient pas simples à trouver, et que tout bêtement, nous on voulait pouvoir produire quelque chose après sans avoir. Il était difficile pour nous de pouvoir intégralement traduire en japonais la documentation, y avoir accès. Donc on a préféré avoir recours à des savoir-faire français, sachant qu'il faut rappeler quand même que la France, en matière d'animation 3D, on est parmi les leaders, on a nos animateurs 3D partent chez Pixar. Hein. Et donc on s'est dit qu'il fallait travailler sur des méthodes qui sont un peu plus durcies. Alors après on a dû mettre en place tout un processus, mais du coup concrètement on produit très très vite de l'animation 3D et de l'animation 3D de bonne qualité. Concrètement, donc, là, on va faire des répétitions du 14 au 20 novembre, dans lesquelles, en fait, on va... c'est ce qu'on appelle une résidence artistique. Donc, ça veut dire qu'on a les musiciens qui sont hébergés sur place, dans le Centre des Arts, et nous, en fait, on va avoir, on va bénéficier d'installations, où en gros, on va être dans une configuration vraiment scénique. Donc, on va être dans une salle qui s'appelle la salle noire, qui, en fait, fait la taille d'une scène, et on va pouvoir tester l'installation, comment on va positionner les musiciens sur scène, on va pouvoir répéter ensemble aussi, parce qu'on a une équipe qui vient de toute la France, donc chacun en fait, ça fait un temps aussi, voilà. C'est important pour faire exister l'équipe aussi, de se retrouver un moment, d'avoir ce temps tous ensemble, et puis tout simplement après on va avoir tout un ensemble de tests techniques, notamment on a une société qui nous accompagne sur la production holographique qui s'appelle Ovitech Event, avec qui on va travailler sur l'holographie et l'hologramme d'Alice sur scène. Donc c'est important de pouvoir faire ça aussi, parce qu'on va pas être sur les technologies qu'on a utilisées jusqu'à présent, on va être sur des technologies qui sont d'un autre niveau. Donc tout ça se prépare, ça demande pas mal de boulot, et du coup on a besoin de faire ce temps de travail. On va avoir une petite exclusivité pour les VIP, mais ça, pour le coup, ils le découvriront en temps et en heure, et c'est une surprise. Après, en termes de produits ou de choses, si les fans veulent repartir avec, il y a donc les produits liés à Alice. Donc, il y aura notamment Espoir, notre dernier album, parce que donc l'autre est actuellement en cours de production, donc il sera pas publié d'ici là. Et puis il y a évidemment tous les autres produits, les t-shirts, les bracelets, il y a aussi cette petite peluche Lupin qui sera présente. Donc il y a tout cet ensemble de produits là qui seront commercialisés après le spectacle. Et puis
Évidemment, ça c'est immédiatement après. Après, évidemment, on réfléchit aussi à ce qu'on peut faire en termes de production, par exemple de DVD qui permettent de se replonger dans le concert. Mais ça viendra après. Et puis évidemment, après le concert de décembre, on n'envisage pas d'en rester là. On va monter en fait une tournée sur 2017. Donc on annoncera les dates petit à petit, parce qu'il s'agit d'aller aussi là où les gens nous réclament et nous attendent. Donc on sera présent effectivement en 2017 sur toute la France. Alors déjà on va faire la France parce que c'est bien à mon avis, hein. Y a quand même beaucoup à faire. Après on est en discussion aussi pour faire des dates effectivement en dehors, pourquoi pas repartir à l'étranger comme on a pu y partir. Je veux dire, il y a de beaux endroits où aller. Bon, c'est vrai que la Tunisie, enfin Banzai où on a été cet été, ça nous a beaucoup plu. On a aussi beaucoup aimé l'ambiance de Hyper Japan à Londres, donc effectivement pourquoi pas, hein. Et puis bon, il y a tous les pays limitrophes aussi, oublions pas la Belgique où on est déjà parti, la Suisse aussi, donc oui, il est possible. Aujourd'hui on est en discussion pour le faire, mais il est parfaitement possible qu'on fasse aussi des dates internationales. Mais bon, on pense quand même à la France parce que c'est un contexte qu'on maîtrise bien et que c'est quand même là où le public d'Alice est aujourd'hui, mais à l'international pourquoi pas. Et puis bon, on est toujours à l'écoute aussi des propositions, c'est-à-dire que concrètement nous on est aussi toujours très en contact, on est en contact avec de nombreux festivals. Concrètement, si les gens aussi ont envie de voir Alice en festival, ça tient aussi un petit peu à eux, c'est-à-dire que on a appris dernièrement qu'il y avait des gens dans le nord de l'Angleterre qui voulaient nous voir en spectacle. Bon bah on va y réfléchir effectivement de façon plus approfondie, c'est-à-dire que le tout est d'avoir aussi le festival qui puisse s'y prêter. En France c'est plus simple parce qu'il y a des salles de spectacle, on connaît bien on commence à connaître cet univers. À l'étranger on est beaucoup plus dépendant de l'écosystème local et de qui organise les festivals, qui invite quoi, qui ajoute quoi à sa programmation. Donc voilà, donc pourquoi pas. Maintenant c'est aussi un petit peu effectivement le public peut nous aider s'ils veulent nous voir en spectacle à venir aussi, soit en nous indiquant des festivals qui pourraient être intéressés, soit en réclamant aussi au festival de nous inviter, il n'y a pas de raison. Voilà. Mais donc on espère effectivement venir voir le plus de monde possible et puis évidemment partout dans le monde. C'est moi qui vous remercie d'être venu. Puis voilà, et puis bon, bah, j'espère que effectivement, moi ça me fait plaisir qu'on ait des relations, enfin de voir que, VNN prend de l'ampleur. Je trouve qu'il y a, je trouve que c'est une très très bonne idée justement ce réseau international avec l'idée de traduire dans différentes langues. Pour moi, c'est un petit peu ça qui nous manquait jusqu'à présent, c'est-à-dire d'avoir un vrai média qui fasse de l'information et qui relaie les informations en français, qui relaie les informations aussi dans différentes langues. C'est vrai que nous, on a beau essayer de traduire au maximum en anglais, on est un peu, on est un peu toujours en difficulté par rapport à ça, et je suis content de voir qu'il y a un média qui émerge, qui parle de cette actualité, qui essaie de la promouvoir de son mieux et qui le fait en différentes langues. Enfin, je trouve que c'est une très très belle initiative et du coup j'espère effectivement avoir l'occasion de travailler ensemble plus amplement à l'avenir.